Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la pêche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic pour l'UFC 303 Pereira vs Procházka numéro 2. Avant ça, on va récap l'UFC on ABC numéro 6 Whittaker vs Aliskerov qui s'est passé hier soir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit commentaire, je vous réponds avec grand plaisir les amis. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous plaît, ça m'aide énormément pour le référencement de mes vidéos. Aussi, sur Google, vous tapez mmaprono.com, vous tombez directement sur le site et vous pouvez voir d'autres analyses et pronostics des UFC, c'est super intéressant. Alors, pour l'UFC on ABC numéro 6 qui se tenait le 22 juin hier soir, on retrouvait 5 combats à la carte principale. On avait en premier, catégorie Light Heavyweight, Volkan Ozdemir contre Johnny Walker. Je vous avais conseillé de choisir Johnny Walker, je pensais qu'avec la créativité de son striking, il pourrait peut-être faire la différence et... je l'ai pas reconnu, Volkan il est rentré dans le combat immédiatement, il lui a mis une pression d'enfer, le collant contre la cage et il a reproduit un peu ce qui s'était passé dans les dernières défaites de Johnny Walker et il a réussi à le mettre KO en moins de 3 minutes au premier round. Donc je me suis trompé sur celui-ci pour le premier prono. Pour le deuxième, on retrouvait en catégorie middleweight Sharabutin Magomedov contre Antonio Trocoli. Je vous avais conseillé de choisir Shara puisque le combat j'étais pas certain avec tous les changements qu'il y a eu qui sont en carte principale, finalement il y a été. Et voilà, je voyais peu de chance pour son adversaire, même l'adversaire précédent de remporter le combat. Pour moi, Sharabutin, il était au-dessus. Avec son striking et sa résistance pour ne pas aller au sol, je pense qu'il peut aller loin dans la catégorie, à voir le jour où il tombera contre un gros lutteur. Mais en tout cas, pour l'instant, il a remporté la victoire par KO technique au 3e round. Donc on en est à un prono de bon sur les deux, puisque j'ai raté le premier. Ensuite, on retrouvait en catégorie middleweight Kelvin Gastelum contre Daniel Rodriguez. Je vous avais conseillé de choisir Gastelum. Je pensais, vu que Rodriguez était sûr de défaite, que Gastelum pourrait s'en sortir et remporter le combat par décision. C'est ce qui s'est passé, il a remporté le combat par décision unanime. Donc on en est à 2 sur 3 pour les pronos. On retrouve ensuite catégorie heavyweight, Sergey Pavlovich contre Alexander Volkov. Je vous avais conseillé de choisir Alexander Volkov, c'était risqué mais il avait une énorme cote. Et Pavlovich qui revenait de sa défaite par KO contre Thomas Spinal, j'avais des doutes. Surtout que Volkov était sur 3 victoires avec 3 finishes. Et j'ai eu raison, je suis content de ne pas m'être trompé puisqu'il a remporté le combat par décision. En dominant vraiment Pavlovich de la tête et des épaules, il a terminé le combat avec aucune marque au visage, Volkov. Alors que Pavlovich, il a quand même terminé avec le nez complètement éclaté et les yeux un peu abîmés, quoi. Donc j'étais vraiment content de la victoire de Volkov puisqu'il nous a fait rentrer une superbe cote pour le combiné des 4 combats puisque Johnny Walker n'est pas passé. Et pour les combinés de 2 et 3, il y a des superbes cotes. N'hésitez pas à les regarder sur les réseaux sociaux, je les ai partagés les amis. Des superbes cotes. Donc il a remporté le combat par décision. Et ensuite on enchaîne avec le dernier combat, le main event. On retrouvait Robert Whittaker contre Ikram Aliskerov qui remplaçait donc Khamzat Chimaev qui était malade. Et Ikram Aliskerov, j'avais des gros doutes, même avec ces 2 victoires, j'avais des doutes sur la qualité de son striking. Et voilà, c'est ce que je pensais, il y avait une classe d'écart entre les deux. Robert Whittaker, il a fallu moins de 2 minutes pour se débarrasser d'Ikram Aliskerov et par KO. Il l'a touché dès les premiers échanges, il a enchaîné contre la cage avec un superbe uppercut à la mâchoire et Ikram Aliskerov s'est écroulé au sol. Il était tombé de la même façon d'ailleurs par KO contre Khamzat Chimaev, Aliskerov à l'époque quand ils étaient au Brave. Donc superbe victoire de Robert Whittaker. 4 sur 5 pour les pronos, super résultat, vraiment top, ça fait plaisir et très bon résultat pour le mois de juin pour l'instant. Donc on va essayer de faire pareil avec l'UFC 303 les amis. Donc on enchaîne sur l'UFC 303, c'est parti. L'UFC 303 se passera samedi prochain dans la nuit du 29 juin et on retrouve 5 combats à la carte principale. On retrouve en premier combat de la carte principale, catégorie welterweight, Ian Garry contre Michael Page. Ian Garry, il est irlandais, il a 26 ans, il a 14 victoires pour aucune défaite en carrière. Sur ces 14 victoires, on a 7 finishes par KO technique, une soumission et 6 décisions. Il est à l'UFC depuis un petit moment maintenant, il est arrivé, c'était en 2021, à l'UFC 268 où il avait mis KO Jordan Williams au premier round. Il a ensuite enchaîné 2 victoires par décision, avant de revenir avec un finish par KO technique contre Kenan Song en 2023. Ensuite, il a battu Daniel Rodriguez en mai 2023 par KO technique. Et ses 2 dernières victoires, c'est des décisions contre Neil Magny, qu'il aurait pu finir au mois d'août 2023. Il n'était pas passé loin du finish, il n'avait pas fait ce qu'il fallait, je trouvais un peu Ian Garry pour finir ce combat. Et contre Geoff Neal à l'UFC 298 au mois de février 2024 par split decision, où c'était un combat quand même très serré.
Donc Gary invaincu pour l'instant, hein, striker assez divertissant et bon, qui n'aime pas trop se retrouver sur le dos contre la cage. Dans ce combat-ci, il est opposé donc à Michael Venom Page, qui est anglais et qui a 37 ans déjà, 22 victoires pour 2 défaites en carrière. Sur ces 22 victoires, on a 13 finishes par KO technique, 3 par soumission et 6 décisions. Sur ces 2 seules défaites, il a pris une fois un KO et une fois une décision. Sur ces 2 derniers combats, c'est 2 victoires. Le dernier combat, c'est son seul et unique combat à l'UFC pour l'instant, à l'UFC 299, où il a battu Kevin Holland par décision, avec un striking vraiment, c'était assez impressionnant de la façon dont il a dominé Kevin Holland dans ce combat. Et avant ça, sa dernière victoire avant ça, c'était au mois de mars 2023, mais c'était encore au Bellator, où il avait remporté le combat par KO technique. Avant ça, il avait perdu, il était sur une défaite au Bellator en 2022, où il avait perdu par split decision contre Logan Storley. Et si on remonte un peu plus en arrière, il avait remporté la victoire par split decision contre Douglas Lima, l'ancien champion du Bellator, contre qui il avait eu une défaite justement par KO en 2019. Alors c'est vrai que même s'il a passé la plupart de toute sa carrière au Bellator, hein, Michael Page, il a quand même beaucoup d'expérience, même si c'était pas forcément toujours au plus haut niveau. Il a montré contre Kevin Holland, pour son premier combat à l'UFC, qu'il avait un striking d'élite quand même et que voilà, ça allait être compliqué pour ses futurs adversaires, en striking en tout cas, parce qu'on sait que voilà, c'est pas du tout un type à aller lutter ou aller chercher le sol. Yann Gary, c'est la même chose, donc on va vraiment avoir un duel de striker dans ce combat. Et dans le premier combat à l'UFC de Page, j'avais choisi Kevin Holland. Je pensais que Page allait être trop timide au niveau de l'UFC. Et au final, je m'étais vraiment trompé. Contre Yann Gary, qui est invaincu et qui a quand même un striking, il m'a impressionné quand même sur ses derniers combats. Yann Gary, même quand c'était des décisions, hein, il a totalement dominé Neil Magny. Contre Neil, ça a été un peu plus compliqué, mais il a quand même remporté la victoire et il l'a salement amoché. Donc ça reste quand même compliqué de choisir pour ce combat-là, mais j'ai quand même envie de partir plutôt sur Yann Gary. Je pense que la jeunesse pourrait faire la différence sur la vitesse. Même si Michael Page il a montré contre Kevin Holland qu'il était vraiment rapide et précis en striking, je pense que contre Yann Gary ça va être vraiment un beau duel. On va aller regarder les cotes. Et on retrouve Yann Gary favori, une cote à 1,73 et une cote à 2 tourons pour Michael Page. C'est très très serré, mais j'ai quand même envie de partir sur Yann Gary. Je pense que l'Irlandais pourrait s'en sortir dans le striking. Il serait sûrement plus rapide que son adversaire qui a déjà 37 ans, donc j'ai envie de partir sur lui. Alors ça reste quand même un combat très serré, très risqué, on le voit déjà sur les cotes qui sont très rapprochés, donc pas trop de risques avec ce combat-là, hein, les amis, je vous conseille de faire attention quand même. On enchaîne sur le combat suivant. On se trouve ensuite en deuxième combat catégorie Bantamweight, Maria Bueno Silva contre Macy Chiasson. Alors Maria Bueno Silva, elle est brésilienne, elle a 32 ans, 10 victoires pour 3 défaites. Sur ces 10 victoires, on a une victoire par KO, 7 par soumission et 2 décisions. Ces 3 défaites, elles ont été par décision. Son dernier combat, c'est une défaite pour la ceinture de la catégorie contre Raquel Pennington, où elle a perdu par décision unanime. Elle a vraiment essayé dans le premier round absolument de soumettre Pennington et elle n'y est pas parvenue, Maria Bueno Silva, et au final, elle a commencé à accuser le coup dans les rounds suivants et elle s'est fait un peu rouler dessus en striking sur le reste du combat. Mais pour je crois que c'était, faudrait que je revoie le combat, je me souviens pas exactement si c'était même dans le deuxième round, je crois que même dans le deuxième round, elle avait été dangereuse au sol, et jusqu'à ce qu'elle ait plus d'énergie quoi. Si on remonte en arrière, elle avait une victoire par soumission contre Holly Holm en 2023, mais c'est un combat qui avait été transformé en no contest parce qu'il y avait eu un problème de dopage, il me semble. Si on remonte un peu plus en arrière, elle était sur 2 victoires d'affilée par soumission. C'était en 2022 et 2023, et une victoire par décision en début d'année 2022. Et si on remonte en 2021, en mois d'octobre, elle avait perdu contre Manon Fiorot par décision en 3 rounds. C'était à l'UFC Fight Night 195, donc ça remonte quand même à il y a 3 ans. Donc ces 2 défaites, c'est quand même contre Manon Fiorot et Raquel Pennington pour la ceinture, où je pense qu'elle est venue, elle n'a pas réussi à trouver le finish, et du coup après ça s'est pas bien passé, son game plan s'est pas bien passé, et du coup derrière elle savait plus vraiment quoi faire en striking, elle était dépassée, elle n'arrivait plus à emmener Pennington au sol, ça avait vraiment été compliqué ce combat pour Maria Bueno Silva. Face à elle, donc elle est opposée à Macy Chiasson, elle est américaine, elle a 32 ans, 9 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 9 victoires, elle a 2 victoires par KO technique, 3 par soumission et 4 décisions. Pour ces 3 défaites, une fois par KO, une fois par soumission et une décision. Son dernier combat, c'est une victoire où elle a battu Pani Kenzan par soumission au premier round. C'était à l'UFC Fight Night 239 au mois de mars de cette année. Avant ça, elle avait perdu par KO au 3e round contre Irene Aldana au mois de septembre 2022. Donc ça faisait un bon moment, elle a pris quand même une longue pause avant de faire son retour.
Si on remonte en 2022, au mois de mai, elle avait battu par split decision Norma Dumont à l'UFC 274. Et si on remonte un peu plus en arrière, en décembre 2021, elle avait perdu par soumission contre Raquel Pennington. Donc, elle s'est fait finir 2 fois sur ses 4 derniers combats, Chiasson, et elle s'est fait soumettre aussi, c'est déjà arrivé, elle a perdu par soumission. Maria Bueno Silva, on sait que voilà, elle va chercher le sol, elle est à 7 victoires par soumission sur ses 10 victoires. Dans le dernier combat, je pense que voilà, comme je disais, il y a eu un problème de game plan, vu que ça s'est pas passé, elle a pas réussi à faire évoluer la situation dans son sens et elle s'est fait dominer en striking. Contre Chiasson, il pourrait arriver la même chose, il faudra qu'elle soit prudente. Si cette fois elle n'arrive pas à finaliser avec une soumission ou autre, je pense que ça va être compliqué pour Maria Bueno Silva. Donc j'ai quand même envie de tenter la brésilienne, on va quand même regarder les cotes avant. On retrouve la brésilienne avec une favorite avec une cote à 1,51 et une cote à 2,38 pour l'américaine. Donc la brésilienne reste favori et je vais me pencher là-dessus. Je vous conseille de choisir Maria Bueno Silva, les amis. Je pense qu'elle peut remporter ce combat par soumission. Elle devrait avoir bossé ce qui s'est mal passé dans le combat pour la ceinture et il va y avoir aussi beaucoup de pression, je pense, autour de ce combat pour le titre. Je pense qu'elle a dû faire les ajustements et je vous conseille donc de choisir la brésilienne. Je pense que c'est le choix le moins risqué. On enchaîne sur le combat suivant. On retrouve ensuite en 3ème combat catégorie light heavyweight Anthony Smith contre Roman Dolidze. Anthony Smith, il est américain, il a 35 ans, 38 victoires pour 19 défaites en carrière, c'est vraiment un vétéran. Sur ses 38 victoires, on a 20 finishes par KO technique, 15 soumissions et seulement 3 décisions. Pour ses 19 défaites, il a pris 11 KO technique, 4 soumissions et 4 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission éclair en à peine 2 minutes contre Vitor Petrino, où il n'était pas du tout favori Anthony Smith et il a réussi à soumettre le Brésilien avec une guillotine dès le début du combat. Le Brésilien aussi a fait une erreur, c'est vrai qu'il a fait une grosse erreur de se jeter comme ça, alors qu'il commençait à dominer en striking. Et Anthony Smith, voilà, il a sauté sur l'erreur et il l'a pas loupé. Le Brésilien s'est un peu jeté dans la guillotine tout seul au final et voilà, il a été forcé de taper. Si on remonte un peu plus en arrière, il avait perdu par KO technique contre Khalid Rountree Jr. C'était au mois de décembre 2023, où il avait pris un KO technique au 3ème round. Et si on remonte en arrière, il avait une victoire par split decision contre Ryan Spann. Mais pour moi, c'était un vol. Pour moi, Spann avait remporté ce combat. Et si on remonte plus en arrière, il y avait 2 défaites, une par décision contre Johnny Walker et une par KO technique contre Magomed Ankalaev en juillet 2022. Donc sur ces 5 derniers combats, il n'y a que 2 victoires, dont une volée pour moi. Cette victoire par soumission contre Petrino, bon, c'est pas terrible pour Anthony Smith, le vétéran qui a déjà 35 ans et qui, je suis pas remonté plus loin, parce que si on va plus loin dans sa carrière, il a affronté Glover Teixeira, John Jones, contre qui il a perdu, il a battu Gustafsson, il a battu Mauricio Shogun Roy, Rashad Evans, Volkan Ozdemir par soumission, donc vraiment il a affronté tout le monde, les anciens, la nouvelle génération. Anthony Smith, c'est vraiment un vétéran des light heavyweight. Il est opposé donc à Roman Dolidze, le géorgien, qui a 35 ans, ils ont le même âge, 12 victoires pour 3 défaites en carrière. Sur ces 12 victoires, on a 7 victoires par finish par KO technique, 3 soumissions et 2 décisions. Pour ces 3 défaites, il a perdu 3 fois par décision. Et il est sur 2 défaites d'affilée, Roman Dolidze, il a perdu donc par décision contre Nassourdine Imavov au mois de février 2024. Et par décision unanime, c'était contre Marvin Vettori au mois de mars 2023. Donc sur ces 2 dernières années, 2 défaites, mais contre des gros noms. Vettori, c'est quand même un client très sérieux de la catégorie. Et Nassourdine Imavov, qui est en train de monter progressivement le français de plus en plus. Avant ça, on remonte quand même en arrière, il avait 4 belles victoires d'affilée, Dolidze. Il avait battu Jack Hermansson par KO technique, c'était en décembre 2022, il avait battu Phil Hawes par KO. Il avait battu Kaldokos par KO également, donc vous voyez, il était sur 3 finishes par KO technique avant ses 2 défaites par décision. Et si on remonte un peu plus en arrière, en 2021, il avait subi une défaite par décision également contre Trevin Gill. Mais sinon, c'était quand même un parcours parfait à l'UFC jusque-là, c'était des finishes quasiment sur tous les combats. Donc pour l'instant compliqué sur ces 2 dernières sorties pour Dolidze. Je pense qu'Anthony Smith, c'est parfait pour se relancer. Je pense pas que Smith réussisse ou tente d'aller au sol avec Dolidze. Je pense que ça va être en striking et je vois bien Dolidze réussir quand même à remporter ce combat. Je pense pas que Smith réussisse à recréer la surprise comme il l'a fait contre Petrino, qui a fait une énorme erreur dans ce combat. Dolidze, lui, c'est quelqu'un de très sérieux, de très appliqué, et je pense que voilà, il va sûrement, à mon avis, beaucoup pousser Smith contre la cage et le dominer. Je vois bien une victoire par décision pour Roman Dolidze. On va regarder les codes quand même.
On retrouve favori Roman Dolidze avec une cote à 1,61 et une cote à 2,20 pour Anthony Smith. Non, vraiment, moi je pense que Dolidze va remporter ce combat par décision. Peut-être même un finish, c'est possible aussi par KO technique, puisque Anthony Smith, comme je dis, même s'ils ont le même âge tous les deux, ils n'ont pas le même parcours. Anthony Smith, il a fait d'énormes guerres. Il est à l'UFC depuis vraiment maintenant très longtemps et je suis pas certain qu'il s'en sorte face à Roman Dolidze. Donc je vous conseille de choisir Dolidze, les amis, c'est à mon avis le choix le moins risqué. On enchaîne sur le co-main event, c'est parti. Et on retrouve Brian Ortega contre Diego Lopez pour le co-main event. Alors Brian Ortega, alors c'est catégorie featherweight, pardon. Brian Ortega, il est américain, il a 16 victoires pour 3 défaites en carrière et il a 33 ans. Sur ses 16 victoires, il a 3 victoires par finish par KO technique, 8 soumissions et 5 décisions. Pour ses 3 défaites, il a pris 2 fois des KO technique et une décision. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission contre Yair Rodriguez au mois de février 2024, où il a quand même pris cher dans les premiers rounds en striking, il a même failli se faire finir par Rodriguez. Et au final, il a réussi à tenir bon et à emmener Rodriguez au sol et à utiliser son jiu-jitsu et à le soumettre. Avant ça, ça remontait quand même au mois de juillet 2022. Son dernier combat, c'était donc une blessure contre Yair Rodriguez où il avait perdu par KO technique. Si on remonte plus en arrière, il avait perdu dans la guerre qu'il avait fait contre Alexander Volkanovski, il avait perdu par décision. C'était déjà au mois de septembre 2021. Et avant ça, sa dernière victoire avant, c'était contre Shang Tsung Jung par décision au mois d'octobre 2020. Et si on remonte un peu plus en arrière, il avait perdu contre Max Holloway par décision, par KO technique pardon, à l'UFC 231 au mois de décembre 2018 déjà. Sa victoire par KO sur Frankie Edgar remonte au mois de mars 2018 également. Avant ça, il avait quand même soumis aussi Renato Carneiro et Cub Swanson en 2017. Donc il est à l'UFC depuis longtemps, Brian Ortega, c'est juste que sur ces dernières années, il n'avait pas vraiment été actif à cause de blessures. Donc ça a été compliqué pour lui. Et il est donc opposé au phénomène, le Brésilien Diego Lopez, qui a 29 ans, 24 victoires pour 6 défaites en carrière. Sur ces 24 victoires, on a 10 finishes par KO technique, 12 par soumission et seulement 2 décisions. Pour ces 6 défaites, il a pris 2 fois des KO techniques et 4 décisions. Pour son parcours à l'UFC, il est sur 3 victoires d'affilée. Parce qu'il n'a que 4 combats à l'UFC, son premier c'était contre Movsar Evloev au mois de mai l'année dernière, donc il a vraiment enchaîné les combats depuis qu'il est arrivé, Diego Lopez. Et contre Movsar Evloev, il a perdu par décision unanime, mais il avait vraiment pas été ridicule. Il avait montré beaucoup de cœur dans le combat. Et vu qu'avant ce combat-là, il combattait au Fury FC ou dans d'autres petites organisations moins importantes que l'UFC, qui n'ont pas les mêmes roadsters, hein, c'est certain. Forcément, le niveau était moins élevé et je pense que voilà, contre Movsar Evloev, il a vu le niveau qui était à l'UFC. Il a enchaîné derrière après une victoire par soumission en moins de 2 minutes contre Gavin Tucker, c'était au mois d'août 2023. Ensuite, une autre victoire par KO en moins de 2 minutes contre Pat Sabatini au mois de novembre 2023. Et sa victoire par KO technique contre Sodiq Youssouf en moins de 2 minutes également, c'était à l'UFC 300 au mois d'avril. Donc il est sur une sacrée lancée, 3 finishes tous en moins de 2 minutes. Diego Lopez, il y a quand même pas mal de gens, c'est vrai, qui se demandent est-ce que ça peut être un feu de paille ou est-ce que vraiment il est capable de tenir face aux meilleurs combattants de la catégorie. On va avoir la réponse ce week-end, parce qu'il est quand même opposé à Brian Ortega, du coup, qui est un des meilleurs du top 5 de cette catégorie. Mais sincèrement, je pense que dans ce combat-là, Diego Lopez va avoir l'avantage en striking. On a vu qu'Ortega dans son dernier combat contre Yair Rodriguez. Bon, Yair Rodriguez, il est vraiment très très bon en striking, mais on a vu que c'était compliqué. Mais Diego Lopez, il est assez opportuniste, il est vif, il a vraiment faim de victoire, ça se voit. Brian Ortega, avant sa soumission, je les trouvais pas dans le combat, vraiment pas terrible. Il a pris vraiment cher contre Rodriguez en striking, c'était compliqué pour lui. Il n'est pas passé loin de subir une défaite par KO technique. Donc je pense que Diego Lopez en striking, il aura l'avantage. Et au sol, Brian Ortega avait souvent l'avantage avec son JJB. Lopez est très fort au sol aussi. Il a beaucoup de victoires par soumission, il est vraiment très fort au sol. On l'a vu contre Evloev justement où il a résisté, même s'il était un peu dominé avec le dos au sol, il tentait beaucoup de soumissions. Et c'était pas des tentatives de soumission à 2 balles où vraiment il pouvait se retrouver dans des positions avec plus de difficultés derrière. Non, là c'était vraiment intéressant de regarder son JJB contre Evloev, j'avais trouvé à l'époque, et là contre Ortega, si ça part au sol, on va vraiment avoir un super spectacle, je pense. Donc pour moi, je vois quand même un avantage pour Diego Lopez en striking comme au sol. Je pense que pour Ortega, ça va être compliqué dans ce combat. Il y a vraiment que s'il prend l'avantage grâce à son jiu-jitsu, mais je pense que Lopez, il aura les armes pour lui faire face. Donc je vous conseille quand même, à mon avis, de choisir Diego Lopez, les amis. On va quand même regarder les cotes avant.
Ça reste néanmoins assez serré. On retrouve Diego Lopez favori avec une cote à 1,64 et une cote à 2,15 pour Brian Ortega. Donc je vous conseille de choisir le Brésilien. Je pense qu'il peut remporter ce combat. Et je vois même un potentiel finish. Je suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout. Alors Ortega est très solide. Compliqué de le finir, très compliqué de le finir. Mais je pense que Diego Lopez peut le faire. Donc soit un finish, soit une décision. Mais je vois une victoire de Diego Lopez. Donc je vous conseille de choisir le Brésilien, les amis. Et on enchaîne sur le dernier combat et main event. Et on retrouve du coup en main event de cette UFC 303 Alex Pereira contre Jiri Prochazka numéro 2. On devait normalement avoir Conor McGregor contre Michael Chandler, mais bon, voilà, blessure au petit doigt, donc on va devoir attendre. Donc du coup, c'est Alex Pereira encore une fois qui vient pour sauver la carte, et Jiri également, hein, du coup. Vraiment, on va avoir, je pense, encore un super duel comme leur premier affrontement. Donc je vais quand même vous les présenter. Alex Pereira, il est brésilien, il a 36 ans, 10 victoires pour 2 défaites en carrière, 8 victoires par finish, par KO technique et 2 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par KO et une fois par soumission. Il est sur 3 victoires d'affilée. Face à Jamal Hill, qu'il a mis KO, Jiri Prochazka, qu'il a battu par KO technique, Jan Blachowicz par split decision. Avant ça, c'était sa défaite par KO contre Israel Adesanya au mois d'avril l'année dernière. Il avait battu avant ça en novembre 2022 le même Israel Adesanya par KO technique. Avant ça, Sean Strickland par KO, Bruno Silva par décision. Et après, avant ça, c'était son premier combat à l'UFC qu'il avait remporté par KO technique à l'UFC 268. Donc le Brésilien, je vais quand même présenter Jiri, hein. Il est opposé donc à Jiri Prochazka qui vient de République tchèque, qui a 31 ans, 30 victoires pour seulement 4 défaites en carrière. Sur ces 30 victoires, 26 finishes par KO technique, c'est monstrueux. 3 finishes par soumission mais une seule décision. Une seule décision sur 30 victoires. Il est monstrueux Prochazka quand même. Et sur ces 4 défaites, il y a 3 défaites quand même par KO technique et une fois par soumission. Pas de décision sur les défaites non plus, donc c'est tout le temps la guerre avec Jiri. Son dernier combat, donc c'est une victoire par KO technique contre Alexander Rakic qu'il a battu à l'UFC 300 au deuxième round au mois d'avril. Avant ça, il avait donc perdu contre Alex Pereira au mois de novembre l'année dernière, et sinon il avait enchaîné les victoires contre Glover Teixeira où il était devenu champion, contre Dominic Reyes avec ce KO, avec ce coup de retourné extrêmement violent, contre Volkan Ozdemir qu'il avait battu également par KO pour son premier combat, c'était déjà en juillet 2020. Avant ça, il avait combattu au Rizin, où il avait battu Sibi Dolowe, Fabio Maldonado, King Mo. Il avait quand même enchaîné des noms dans l'organisation japonaise. Donc Jiri Prochazka, c'est un guerrier, hein. On sait que c'est un combat de striker les deux. Et au vu de ce qui s'est passé dans le premier combat, Jiri il a fait l'erreur effectivement de peut-être trop rentrer en mi-distance avec Pereira, et il a pris cher, il s'est fait connecter. Ensuite, il a pris une série de coups de coude, ce qui fait qu'il s'est retrouvé sur le dos. Et même si bon, l'arrêt était un peu prématuré aux yeux de certains, moi je pense qu'il se retrouvait de toute façon avec Alex Pereira en full montée sur lui. Et puis il aurait pris le tarif derrière, ça aurait été très compliqué de sortir de ça. Surtout Pereira, on sait très bien que voilà, avec les frappes qu'il a envoyées derrière, voilà. Je pense que l'arbitre, il a épargné quand même quelques années de vie en moins, en plus à Jiri Prochazka. Donc ça va être un duel de striker, évidemment. Alors Jiri, je pense que l'approche pour Jiri Prochazka pour remporter ce combat, ce serait d'essayer de lutter un peu plus, d'essayer de fatiguer éventuellement Alex Pereira. Ce serait le game plan, mais Jiri, on l'a vu même dans son dernier combat, au final, c'est le striking avant tout. Et je suis pas certain qu'il vienne avec un game plan différent. Alex Pereira, on sait très bien également ce qu'il va faire. Il a, dès les premières minutes du combat, il a commencé à éclater la jambe du Jiri avec ces calf kicks là qui partent de très bas et qui sont très difficiles à bloquer. Et au bout je crois le premier round, hein, Jiri il avait déjà la jambe complètement fumée. Donc je pense qu'Alex il va réitérer ça, il va attaquer les jambes à base de gros low kicks. Ça va faire mal. Jiri, du coup, même ce genre de calf kick, c'est compliqué de les attraper pour tenter d'amener au sol. Donc Jiri, moi je pense qu'on va avoir vraiment la même physionomie que dans le premier combat. Jiri, c'est ce qui fonctionne, c'est quand il amène le chaos, la guerre, qui force les adversaires à rentrer dans son jeu. Et qui finit toujours comme il avait touché Rakic ou Dominic Reyes, par des coups complètement improbables qui arrivent des angles où on les voit pas venir. Pereira, il est intelligent après, hein, il a un striking supérieur à celui de Jiri, ça c'est certain. Et je pense quand même que j'ai quand même en plus envie de partir toujours sur une victoire d'Alex Pereira avec ce qu'il a fait à Jamal Hill lors du dernier combat. J'avais choisi Jamal Hill parce que je pensais qu'il pourrait s'en sortir en striking quand même, et du coup j'ai vraiment regretté derrière, et cette fois j'ai pas envie de faire l'erreur. Je pense que Jiri a quand même un chemin pour la victoire. Pour moi ça va être très serré. La vérité les amis, ce combat est vraiment très serré. Je pense que Jiri il a un chemin vers la victoire s'il est capable d'aller fatiguer Alex Pereira avec éventuellement de la lutte contre la cage, et peut-être en réussissant à l'emmener au sol.
Parce que on avait vu quand même qu'Alex Pereira, il avait quand même accusé le coup contre Blachowicz ou même contre Jiri un petit peu quand il y avait beaucoup de phases de grappling. Parce qu'Alex Pereira, lui, quand il se retrouve sur le dos, bah, il bouge pas énormément, hein, il garde sa garde fermée, puis il contrôle très bien les bras. Il garde très bien les bras au corps, et il les contrôle pour prendre un minimum de frappe. Et du coup, je pense que même si Jiri arrive à ramener le combat au sol, je suis pas certain qu'il arrive à tenter une soumission comme il avait fait contre Glover Teixeira par exemple contre Alex Pereira. Je pense qu'Alex, même s'il est emmené au sol, je le vois tenir ou réussir à se relever. Et je pense que la plupart du combat se fera debout, que Jiri sera obligé de striker avec Alex. Et qu'au final, au bout d'un moment, il risque de se refaire percuter parce que son style est très ouvert. C'est comme ça, il a un style où il amène la guerre, mais du coup il est très ouvert, il prend beaucoup de coups. Alors il a un gros menton, mais on a vu que quand c'était contre Rakic, il encaissait les coups, mais contre Pereira, bah, il s'est écroulé. Je suis vraiment pas certain que Jiri vienne avec un nouveau game plan. S'il fait ça et qu'il vient avec un game plan full lutte, en essayant de vraiment fatiguer Alex Pereira contre la cage, de l'épuiser au moins sur les 2-3 premiers rounds et après d'amener la guerre dans le round 4, éventuellement il pourrait peut-être finir le combat par KO. Peut-être par KO technique, c'est possible, hein. Alex il a déjà pris un KO, même si c'était sûrement à cause du cutting, je pense, face à Adesanya, mais il a déjà pris un KO, il a pas le menton infaillible. Donc ouais, je pense une victoire quand même d'Alex Pereira. On va aller regarder les cotes quand même, les amis. Et on retrouve sans surprise Alex Pereira favori avec une cote à 1,56 et une cote à 2,28 pour Jiri Prochazka. Donc moi je vois quand même une victoire d'Alex Pereira. Je vous conseille de choisir le Brésilien, les amis, cote à 1,56. Pour Jiri, la cote à 2,28 est intéressante et il pourrait créer la surprise. Hein. Ça pourrait être la grosse cote de ce week-end qui rentre, c'est possible. Mais bon, je pense que c'est risqué. De par son style, Jiri Prochazka, on change pas le style d'un combattant du jour au lendemain. Et même peut-être pour une ceinture, peut-être que ses coachs vont essayer de le motiver. Mais Jiri, c'est un genre de guerrier. C'est vraiment des... Comme il dit... The French Savagery dans ses vidéos, c'est vraiment deux gars qui sortent de jeux vidéo. Et quand il dit ça, je suis vraiment d'accord avec lui. On a vraiment le ninja contre le guerrier brésilien. Et je pense que Jiri viendra avec ses armes, comme il a à son habitude. Donc voilà, je vois une victoire du Brésilien. Je pense qu'on aura un finish dans ce combat. Et je vois une victoire d'Alex Pereira. Donc je vous conseille de choisir le Brésilien, les amis. La cote 1,56 sera très bien dans le combiné de 5 et également dans des combinés de 2 et 3. Ce sera vraiment des cotes sympathiques au final. Voilà les amis, on en a terminé avec l'analyse et pronostic de l'UFC 303. Voilà, j'espère que ces pronos vont être bons et qu'il ne va pas y avoir surtout de changement sur la carte principale d'ici la semaine prochaine. Quant à nous les amis, on se retrouvera la semaine prochaine pour l'UFC On ESPN numéro 59, Barber versus Namajunas. On aura Mike Malott sur la carte principale contre Gilbert Urbina et Santiago Ponzinibbio contre Muslim Salikov. Donc je vous ferai la vidéo la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner les amis, à lâcher un petit pouce pour aider pour le référencement, un petit commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Et aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver, n'hésitez pas à aller vous abonner pour me donner de la force. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro affiché à l'écran pour vous faire aider. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.